Oral questions, questions orales. The honourable. Le député de Thornhill. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte et le gouvernement est de retour avec les mêmes idées recyclées pour les prix à l'épicerie. Ils ont promis un rabais sur l'épicerie il y a des années et les files aux banques alimentaires se sont rallongées. Ils ont parlé d'abordabilité et les prix ont continué à augmenter. L'épicerie coûtera une famille de 4 plus de 1 000 $ de plus cette année comparativement à l'année dernière. Maintenant, ils offrent le même plan inflationniste, 10 $ par semaine sur une facture d'épicerie de 300 $. Alors, comment les Canadiens sont-ils censés les croire maintenant? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes préoccupés par l'avenir des Canadiens. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Les conservateurs sont enthousiastes et nous sommes lundi. Nous avons procédé à la deuxième lecture du projet de loi C-19. C'est pourquoi les conservateurs ont le sourire aux lèvres. Ils savent que 12 millions de Canadiens profiteront de cette mesure. Nous allons construire un Canada fort. Nous croyons au Canada. La députée de Thornhill. En 2023, ce même ministre des Finances a promis qu'il ramènerait la stabilité des prix pour les Canadiens. Il a parlé au PDG des grands supermarchés, il a promis l'abordabilité et puis il nous a donné 2 ans de plus de misère. Maintenant, nous avons l'inflation alimentaire la plus élevée du G7. La marmotte a vu son ombre aujourd'hui. Le ministre des Finances va-t-il finalement voir son ombre ou est-ce qu'on va encore se retrouver avec les mêmes politiques? Le ministre des Finances. Je suis ravie de dire que certains conservateurs répètent ce que nous disons. Je crois qu'il faut écouter les Canadiens. Ça les aiderait peut-être un peu. 12 millions de Canadiens vont profiter de cette mesure, Monsieur le Président. 12 millions de Canadiens. Il faut s'en réjouir, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre. Nous répondons aux besoins des Canadiens. Les Canadiens nous ont dit qu'ils voulaient du soutien. Nous allons construire l'économie la plus forte du G7. Nous serons là pour les Canadiens. Nous allons construire un Canada fort. Le député de Foothills. Les libéraux sont la définition même de la folie. Il y a 3 ans, la ministre des Finances a promis aux Canadiens qu'elle stabiliserait les prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, on annonce les mêmes politiques de Trudeau qui ont échoué la première fois, mais on s'attend à un résultat différent. Le Canada occupe désormais la première place du G7 en matière d'inflation alimentaire. Les familles dépensent désormais plus de 18 000 $ par année, rien que pour l'épicerie. Les libéraux appuieront-ils notre motion? Vont-ils annuler leurs taxes cachées sur les aliments ou vont-ils continuer avec cette folie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, plusieurs banques alimentaires au Canada, y compris celle de ma circonscription, ont félicité le gouvernement pour son travail. Cette mesure aidera les gens qui en ont besoin. Les conservateurs de l'autre côté prononcent de belles paroles, mais est-ce qu'ils soutiennent les bonnes idées? Non, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est s'opposer et bloquer. Leurs propres commettants ont besoin de cette mesure. La députée de Foothills. Avec les conservateurs, la facture hebdomadaire d'épicerie était de 160 $. Maintenant, elle a plus que doublé avec les libéraux jusqu'à 340 $ par semaine. Les politiques libérales font augmenter les prix à l'épicerie. 2,2 millions de Canadiens ont recours aux banques alimentaires à tous les mois. Pourquoi les prix ont augmenté? C'est la taxe carbone industrielle qui fait augmenter le coût des engrais et de l'équipement agricole. Les libéraux vont-ils soutenir notre vrai plan d'abordabilité alimentaire, un plan conservateur? L'honorable ministre. Monsieur le Président, c'est reparti. Il parle de taxes imaginaires au lieu de vraies mesures qui aident les Canadiens. La semaine dernière, on a rencontré les provinces et les territoires qui ont convenu
que le programme d'alimentaire scolaire aide les enfants. Voilà ce genre de mesures qui aident les familles, mais les conservateurs votent contre. Maintenant, avec cette nouvelle prestation, les gens les plus vulnérables obtiendront de l'aide. Le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le Canada est maintenant en tête du G7 pour l'inflation alimentaire. Mais en 2023, le ministre de l'Industrie d'alors a pourtant déclaré que le gouvernement libéral avait obtenu un engagement des principales chaînes d'épicerie canadiennes pour stabiliser et baisser les prix. Ensuite, en septembre 2023, le même ministre les avait menacés d'utiliser tous les moyens à la disposition du gouvernement pour les forcer à baisser les prix d'épicerie. En octobre de la même année, le ministre a revendiqué la victoire en disant, et je cite, « Les Canadiens vont pouvoir voir des rabais, des gels de prix, des programmes de prix concurrentiels. » Aujourd'hui, l'inflation alimentaire au Canada est 2 fois pire qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa promesse? Bravo! L'honorable ministre des Finances. Président, je suis content de voir que mon honorable collègue est capable de lister toutes les mesures qu'on est en train de prendre pour aider les Canadiens et Canadiennes. Monsieur le Président, en effet, 12 millions de Canadiens et Canadiennes vont pouvoir bénéficier. Et je le vois là, dans son sourire aujourd'hui, il est content parce qu'on a commencé la 2e lecture. Il va pouvoir aller dans son comté et dire « Grâce au gouvernement libéral, on est là pour les Canadiens et les Canadiennes, Monsieur le Président. » Et je vois ses collègues, ils se préparent tous. Moi, je l'invite, Monsieur le Président, il y a encore plus de bonnes nouvelles. Je l'invite à me poser une autre question parce que, Monsieur le Président, les bonnes nouvelles continuent. C'est lundi. C'est lundi. L'honorable député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, on a déjà mentionné qu'on ne s'opposera pas à donner 10 $ par semaine en coupon rabais aux Canadiens. Par contre, le même ministre qui était à l'industrie il y a 2 ans et demi, a mentionné que le Bureau de la consommation fédérale surveillerait l'évolution des prix à l'épicerie. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a doublé les coûts de l'épicerie. Qu'est-ce que le ministre peut répondre à ça, Monsieur le Président? L'honorable ministre des Finances. Je sens que mes amis conservateurs veulent plus de bonnes nouvelles. Allons-y. 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider des mesures structurelles au Québec. Au Canada, passation en charge immédiate pour les serres, fonds supplémentaires pour les banques alimentaires, stratégie nationale de sécurité alimentaire, travail pour normaliser l'étiquetage du prix à l'unité, Monsieur le Président. Non seulement on agit de fonction ponctuelle pour aider les familles canadiennes, mais on est en train de mettre la sécurité alimentaire au cœur du travail du gouvernement. Monsieur le Président, j'invite tous les membres de cette Chambre de voter en faveur du projet de loi. Avant ça pour les Canadiens, bastons un Canadien fort. Voilà. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il y a des retraités qui demandent leur pension de vieillesse depuis 9 mois et qui n'ont toujours pas reçu un sou. Puis ça, c'est parce que le gouvernement refuse de s'occuper des ratés de son nouveau logiciel Curam. Ça fait depuis le mois de juin qu'il a été informé des problèmes par les fonctionnaires. Puis pourtant, encore vendredi, le leader du gouvernement nous répondait qu'il corrigerait les erreurs s'il y en a. Bien, il y en a des erreurs, Monsieur le Président. Les fonctionnaires nous le disent, les retraités nous le disent. Il va falloir tirer combien de sonnettes d'alarme avant que le gouvernement fasse quelque chose? Bravo! Bravo! The Honourable Secretary of State for Seniors. Bien que ce retard soit déjà de trop, plus de 98% de tous les demandeurs ont reçu leurs prestations sans délai. Le ministère travaille activement pour régler rapidement tout problème que les clients pourraient rencontrer. Nous continuerons d'améliorer le processus de versement des prestations. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le fameux logiciel Curam qui prive des retraités de leur pension de vieillesse, bien là, on le paye pas mal cher par-dessus le marché. On est rendu à presque 5 milliards en dépassement de coûts. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 fois le montant du scandale SACLIC pour un logiciel qui fonctionne mal. À ce prix-là, quand il y a des ratés qui empêchent les aînés de recevoir leur pension puis de profiter de leur retraite, me semble que le gouvernement, il pourrait faire quelque chose. The Honourable Minister of Jobs and Families. Le département travaille avec l'urgence afin d'adresser le cas où les patients avaient la difficulté à accéder à leurs prestations. Plus de 98% des demandeurs de l'ESV reçoivent leurs prestations sans délai. Le département travaille à la transformation d'un système vieux de plusieurs décennies et un système qui sera viable pendant des générations. On invitait le député en face de me donner leur nom et nous allons les aider. Député de Shefford. Monsieur le Président,
Imaginez avoir pris votre retraite pour ensuite ne pas recevoir votre pension pendant 9 mois. Imaginez à quel point ça bouleverse votre planification financière. Il y a des gens qui ont besoin de leur pension pour payer le loyer. Des gens qui en ont besoin pour payer l'épicerie. Imaginez être à la place et entendre le gouvernement faire comme si tout allait sur des roulettes. Le Bloc québécois a demandé une enquête sur les problèmes causés par le logiciel Curam aux retraités sur ces dépassements de coûts. Est-ce que le gouvernement va collaborer? Bravo! L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Notre gouvernement protège les aînés. Nous avons augmenté la pension de la sécurité de l'AVS. Nous offrons les soins dentaires et nous construisons des logements pour les aînés. Maintenant, nous modernisons le système numérique de prestations afin que les aînés bénéficient de meilleurs services. On invite à les députés en face de me donner leur nom et nous allons les aider. The honourable member for La députée de Long Range Mountain. Monsieur le Président, le Canada connaît l'une des plus fortes inflations alimentaires du G7 et les Canadiens en font les frais à la caisse. Le recours aux banques alimentaires a plus que doublé avec plus de 2 millions de visites chaque mois de personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens de payer l'épicerie. La taxe industrielle sur le carbone augmente les coûts des équipements agricoles, des engrais et des transformateurs alimentaires. La taxe sur les normes de consommation de carburant imposée par les libéraux augmente les coûts de carburant, ce qui fait augmenter le coût de l'acheminement des aliments jusqu'aux épiceries. Le gouvernement va-t-il appuyer notre motion visant à mettre en place un plan pour rendre les aliments plus abordables afin d'éliminer la taxe sur le carbone industriel et la taxe sur les normes de consommation de carburant? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. On entend encore la même rhétorique. Ce n'est que de l'obstruction. Les commettants de la députée communique avec moi régulièrement. Peut-elle continuer de travailler aux soutiens qui sont importants? C'est important pour le pays en entier. On parle de mesures d'abordabilité, une croissance pour faire grandir notre pays. Il faut qu'ils mettent fin à la folie et se mettent au travail. La députée de Long Range Mountain. Monsieur le Président, les politiques libérales ne sont que des mesures de solutions temporaires. Les prestations ne font pas baisser les prix. Des gens à la retraite m'ont dit qu'ils n'obtiennent rien. Ils font face pourtant aux mêmes augmentations à l'épicerie. Cette mesure temporaire ne réduira pas le prix des denrées à l'épicerie. Les politiques libérales ont fait augmenter le coût de la vie et maintenant ils envoient des chèques au lieu de régler le problème. Vont-ils soutenir notre plan d'accessibilité alimentaire? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un bon exemple de rhétorique politique. Nous aidons les familles, nous soutenons les travailleurs, nous construisons ce pays, nous soutenons les communautés rurales. Ce sont de vraies mesures de soutien. Les garderies à 10 $ permettent aux femmes de retourner sur le marché du travail. La prestation aux enfants aide les familles. Qu'ils mettent fin à la folie. Les Canadiens, les gens de Terre-Neuve et Labrador veulent que nous travaillions pour eux. Mettez fin à cette rhétorique et travaillez avec nous. Le député de Bellechasse et Saint-Chemin-Lévis. Monsieur le Président, le Canada est désormais en tête du G7, mais pour de mauvaises raisons. En fait, c'est pour l'inflation alimentaire. Les prix augmentent 2 fois plus vite depuis l'arrivée de ce premier ministre. Les libéraux taxent les producteurs et les transporteurs. Leur taxe sur les carburants coûtera jusqu'à 1 000 $ par ménage. Taxer le fermier et le camionneur, c'est bien connu, c'est taxer les familles. Les conservateurs proposent d'éliminer les taxes sur les normes sur les carburants et d'accroître la concurrence dans le secteur de l'épicerie. Est-ce qu'on pourrait compter sur leur appui, Monsieur le Président? L'honorable secrétaire d'État à la nature. Merci, Monsieur le Président. Dans les situations qu'on vit en ce moment, ce qui est fondamental pour les Canadiens, c'est de retrouver leur pouvoir d'achat et c'est sur ça qu'on travaille. On travaille sur ça en créant de l'emploi, en rebâtissant nos entreprises, mais on travaille là-dedans aussi en donnant aux Canadiens un tas de mesures. Seulement dans le comté de ma collègue d'en face, l'allocation canadienne pour enfants va avoir un impact
de à peu près 8 000 par année, par enfant. C'est pas rien, ça. Ça, c'est redonner l'allocation spéciale pour l'épicerie. C'est la même chose. On fait les choses, on travaille avec nous. L'honorable député de Bellechasse et des Chemins-Lévis. Monsieur le Président, si ça marchait, on le saurait. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'inflation, on est les champions en termes d'inflation parmi tout le G7, Monsieur le Président. Ma question est bien simple. Ce gouvernement cessera-t-il de taxer le portefeuille de la taxe moyenne, pour la classe moyenne, pardon, pour plutôt appuyer notre plan qui, 1, élimine la taxe sur les normes sur les carburants et 2, accroît la concurrence entre les chaînes d'épicerie? C'est simple comme bonjour, ça, Monsieur le Président. Honorable secrétaire parlementaire. Ah, excusez-moi, secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Oui, la nature, c'est important, monsieur, parce qu'avec la nature, ça veut dire qu'il faut qu'on lutte contre le climat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas battre toutes les taxes sur le carbone, parce que c'est ce qui est démontré, c'est le climat qui a le plus d'impact sur la hausse des prix à la consommation. Mais entre-temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des moyens aux Canadiens d'avoir plus de capacité d'achat. Il faut arrêter l'obstruction, il faut travailler avec le gros bon sens pour pouvoir arriver à aider les Canadiens. C'est ce qu'on fait. Merci. Le député de Cambridge. Monsieur le Président, après une décennie de gouvernement libéral, le Canada est passé de la classe moyenne la plus forte du G7 à l'inflation alimentaire la plus élevée du G7. Autrefois, un emploi à temps plein permettait de mettre de la nourriture sur la table. Aujourd'hui, il ne garantit même plus un panier d'épicerie bien rempli. Le gouvernement continue de prétendre qu'il aide, mais l'inflation alimentaire a doublé depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre. Les Canadiens continuent de payer plus que ce qu'ils reçoivent en remboursement. Cela représente 10 $ sur une facture d'épicerie de 300 $. Comme dit le proverbe, donnez un poisson à un homme et il mangera un jour, mais donnez-lui les moyens de subvenir à ses besoins et il pourra manger tous les jours. Personne au Canada ne devrait avoir faim. Vont-ils soutenir notre plan d'abordabilité alimentaire? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous offrons de l'aide aux Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. Et selon le Congrès du travail du Canada, renforcer le crédit de la TPS et l'allocation canadienne pour l'épicerie aidera beaucoup de Canadiens à joindre les deux bouts. Pour 12 millions de personnes, ces mesures permettra de payer tous les éléments essentiels. Nous avons aussi des mesures liées aux médicaments et aux garderies pour les Canadiens. Voilà comment nous aidons les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Le député de Cambridge. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral offre des rabais, mais n'a pas de solution. Les gouvernements doivent payer les déficits alimentaires parce que les prix sont hors de contrôle. Les gens de ma communauté demandent des prix plus bas à l'épicerie. Les experts sont clairs. L'épicerie coûte plus cher en raison des taxes, des réglementations et des formalités administratives qui font augmenter le coût de tout. Lorsque les familles sont bien nourries, les communautés prospèrent. Au lieu de suivre la voie tracée par Trudeau, les libéraux vont-ils soutenir notre plan pour l'accessibilité alimentaire? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la députée parle d'aide et nous offrons cette aide avec l'allocation canadienne pour l'épicerie. Une famille de 4 recevra 1 900 $ par année. Mais pour régler les causes profondes de la sécurité alimentaire, nous renforçons la chaîne d'approvisionnement en aidant les producteurs et les serres. Nous construisons une stratégie de sécurité alimentaire afin que les aliments soient abordables et disponibles. Il s'agit d'une victoire pour les Canadiens. Le député de Provencher. Monsieur le Président, le premier ministre a encore doublé la mise. Depuis son entrée en fonction, l'inflation alimentaire a doublé. Comparativement aux États-Unis, l'inflation alimentaire a doublé. Depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, les recours aux banques alimentaires ont doublé. La taxe libérale sur les normes relatives au carburant ajoute déjà 7 cents par litre au coût de carburant. Le premier ministre veut plus que doubler ce montant, ce qui augmentera encore l'inflation alimentaire. Le gouvernement libéral appuiera-t-il notre plan pour l'accessibilité alimentaire en éliminant à la fois la taxe sur le carbone industriel et la taxe sur les normes relatives au carburant, ce qui doublerait l'allègement fiscal pour les Canadiens? Les leaders du gouvernement en chambre. Eh bien, Monsieur le Président, ils sont de retour de Calgary.
I wouldn't call that an... Je n'appellerais pas ça une déclaration incendiaire. Le leader en chambre peut recommencer. Eh bien, Monsieur le Président, à Calgary, ils ont tenu leur réunion. Ils sont de retour en suivant leur stratégie en parlant de taxes imaginaires. Nous avons un projet de loi qui va remettre jusqu'à 1 900 $ aux familles pour couvrir le coût de l'épicerie. Nous savons que l'abordabilité est un défi. C'est pourquoi nous avons de vraies politiques et eux ne font que répéter leur vieux slogan. Le député de Mirabel. Monsieur le Président, les citoyens de Mirabel sont à nouveau menacés d'expropriation par le fédéral. Après l'éléphant blanc d'aéroport, cette fois-ci, c'est le TGV. À la dernière minute, un nouveau corridor pour le train a été annoncé, puis il passe chez nous, alors qu'il y a eu zéro consultation, ni avec les élus, ni avec les agriculteurs, ni avec la population de Mirabel. Et tout comme le train, les consultations passent tout droit à Mirabel, sans s'arrêter, alors que son tracé va nécessairement passer chez des gens traumatisés par les expropriations de 69. Dans un premier temps, est-ce que le gouvernement va s'assurer qu'il y ait de vraies consultations à Mirabel? Honorable ministre des Transports. Bien sûr qu'il y a eu des consultations et bien sûr qu'il y en aura d'autres, Monsieur le Président. On consulte l'ensemble des maires, les acteurs du milieu, dans les Basses-Laurentides, dans toute la région, au Québec comme en Ontario. Et savez-vous quoi, Monsieur le Président? Les gens sont excités par cette technologie, excités par cet avancement. Et voyons donc, comparer un aéroport international à un petit corridor de 60 mètres de large, moi, je pense que les gens en passeront, Monsieur le Président. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, les libéraux disent qu'ils vont discuter de gré à gré avec les citoyens, mais dans leur projet de loi C-15, ils leur mettent le gun sur la tempe. Les gens chez nous sont pas excités de savoir qu'ils vont peut-être se faire envoyer des avis d'expropriation par courriel. Ils sont pas excités de savoir qu'ils pourront pas contester ces avis-là dans 30 jours. Les libéraux veulent annuler l'obligation de tenir des audiences publiques, annuler l'obligation d'études d'impact. Ils veulent pouvoir garder le contrôle de ces terrains visés pendant 2 ans. Et pire encore, ils veulent fixer unilatéralement le prix d'achat des terres. C'est dans C-15. C'est un recul jusqu'aux années 60 pour Mirabel. Est-ce que le gouvernement va reculer sur ces mesures-là? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, pourquoi alors le député ne s'est pas levé contre la loi sur les expropriations du Québec qui a fait en sorte qu'on a pu bâtir et réaliser le réseau express métropolitain? Le projet de loi est basé sur l'exact libellé de la loi québécoise, la loi ontarienne qui permet aussi le développement de projets de transport en commun. Ce n'est pas du nouveau, mais ici, Monsieur le Président, et bien sûr qu'on va négocier de gré à gré avec les propriétaires. Le député de Calgary-Est. Le premier ministre avait promis que le Canada aurait l'économie la plus dynamique du G7, mais les libéraux ont été fidèles à eux-mêmes. Le PIB a stagné en novembre, le PIB par habitant a stagné en 2025 et la Banque du Canada prévoit que la croissance sera pratiquement nulle l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les libéraux ont poussé les entreprises à investir à l'étranger. Pourtant, le premier ministre refuse toujours d'éliminer une seule loi ou taxe anti-développement. Quand écoutera-t-il les conservateurs et supprimera-t-il les obstacles et les taxes afin que les Canadiens puissent construire? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, les conservateurs étaient axés sur eux-mêmes à Calgary. Nous allons de l'avant. J'ai même une petite nouvelle pour mon collègue parce qu'il a été occupé depuis quelques jours à soutenir son chef. Le Canada aura la deuxième économie qui croît le plus vite du G7. C'est ce que les agences nous disent. Le Canada a créé des centaines de milliers d'emplois. Nous avons vu des investissements arriver au Canada. Nous construisons un pays pour l'avenir. Nous avons fait des investissements générationnels. Eux dénigrent le Canada. Nous y croyons. Nous investissons. Nous aurons l'économie qui croît le plus vite et nous allons avoir l'économie la plus forte du G7, le député de Calgary-Est. On n'a pas à se demander pourquoi l'économie du Canada stagne. Les entreprises repoussent toute expansion parce que les taxes et les formalités imposées par les libéraux rendent la croissance impossible. Le gouvernement va-t-il cesser de protéger les oligopoles? Les libéraux continuent de bloquer les projets énergétiques
et nuisent à la concurrence. Pourquoi ne pas simplement se débarrasser des barrières et des taxes imposées par les libéraux? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, partout au pays, on a de bonnes nouvelles, de nouveaux emplois à Thunder Bay, de nouveaux emplois aussi à la Pocatière, de nouveaux emplois à Saint-Thomas, de nouveaux emplois à Sudbury, de nouveaux emplois à Bombardier-Montréal, de nouveaux emplois à Varennes, de nouveaux emplois aussi en Saskatchewan et de nouveaux emplois chez Toyota. Le député de Vaughan Woodbridge. Un nouveau rapport montre que 10 de toutes les petites entreprises canadiennes ont disparu depuis 2020, les nouvelles fermetures étant plus nombreuses que les créations d'entreprises. La Banque du Canada prévoit désormais une croissance du PIB de seulement 1 l'année prochaine. Les entreprises reportent leur plan d'expansion et la croissance des investissements des entreprises devrait rester faible jusqu'en 2026. Les entreprises ne veulent pas investir ici en raison de la réglementation. Quand le premier ministre écoutera-t-il les idées des conservateurs et supprimera-t-il enfin les taxes et les obstacles qui empêchent les Canadiens de construire et d'investir? La députée, la ministre des Femmes. Nous avons l'économie la plus forte du G7. Les petites entreprises sont au cœur de cette lancée. Les conservateurs dénigrent le Canada. Le premier ministre, lui, conclut des ententes commerciales afin que les entreprises puissent croître et créer des occasions non seulement ici, mais aussi partout dans le monde. Notre politique Acheter canadien crée des occasions dont les entreprises pourront profiter. Nous pourrons être notre propre meilleur consommateur. C'est ainsi qu'on aide les petites entreprises. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, les autres pays ont une meilleure croissance parce qu'ils réduisent la bureaucratie, encouragent les investissements. Mais ici, de nombreuses entreprises ont fermé depuis 2020. Les entreprises canadiennes remettent à plus tard des projets, la productivité est en chute et les petites entreprises ferment à des taux alarmants. Le premier ministre a promis la croissance économique la plus rapide du G7, mais depuis qu'il a été élu, on a encore des lois anti-développement, les impôts ont augmenté. Alors, quand vont-ils céder leur place pour qu'on puisse bâtir à nouveau ici au pays? L'honorable secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, les Canadiens n'accepteront pas les conseils d'un chef qui n'a jamais travaillé dans l'économie. Nous avons la meilleure économie du G7 et le meilleur ratio dette nette. On n'a pas besoin des slogans des conservateurs. Il faut se concentrer à bâtir l'économie la plus forte du G7. De Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. 1, la promesse. Le premier ministre avait promis l'économie à la croissance la plus rapide du G7. 2, les résultats. Croissance du PIB en novembre, 0 %. On s'attend même à un recul du PIB au 4e trimestre. Secteur d'automobile en baisse de 12,6. Secteur de la forêt en baisse de 2,8. 3, les conséquences. Les entreprises reportent les plans d'expansion, agrandissement, investissement au Canada. Ils choisissent les États-Unis. Ma question est simple. Quand le premier ministre va mettre en place nos idées afin de couper la bureaucratie et les taxes? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, on coupe déjà la bureaucratie et on coupe déjà les taxes. On l'a fait aussi pour 22 millions de Canadiens un peu plus tôt. D'ailleurs, un projet de loi qui aurait dû être supporté davantage par les collègues. Mais aussi, non seulement on a la deuxième économie qui croît le plus du G7, mais en plus, on crée plus d'emplois au Canada qu'aux États-Unis. 189 000 emplois qui ont été créés depuis 2025. L'honorable député de Acadie-Annapolis. Monsieur le Président, il y a maintenant 100 jours que Maison Canada existe et on voit vraiment un élan sur le terrain. Les projets sont en accéléré, des partenariats sont créés. Les collectivités dans ma circonscription constatent de vrais progrès en matière de logement abordable. Est-ce que le ministre du Logement peut nous dire ce qui a été accompli au cours des 100 jours depuis que le programme Maison Canada a été créé et nous dire comment cette initiative aide à construire davantage de logements abordables?
L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Je remercie le député quant à son engagement envers les Canadiens. 100 jours à peine, Maison Canada. Question is... C'est une question très emballante. Alors, on va prendre une petite pause. L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Je remercie le député pour son engagement vers les Canadiens. En 100 jours à peine, Maison Canada a déjà accompli des résultats pour traiter la crise du logement. Nous avons signé des partenariats avec les provinces, les villes. Nous avons 6 projets sur des terres fédérales et nous avons bien d'autres projets qui s'en viennent. En Nouvelle-Écosse seulement, nous travaillons avec la province pour construire 1430 nouveaux logements abordables, et ça plus rapidement. L'honorable député de Cloverdale, Langley City. 20 minutes depuis chez moi, on peut voir de l'autre côté de la frontière des maisons abordables qui se vendent moins cher que chez nous. 2 de mes filles sont parties de la Colombie-Britannique pour se payer une maison. Maintenant, elles veulent revenir, mais elles ne peuvent pas puisque les prix ont encore augmenté davantage. Le premier ministre se préoccupe-t-il du fait que les jeunes ne peuvent pas accéder à la propriété? L'honorable ministre. La députée de l'opposition devrait étudier les faits. Le prix des habitations au pays est en baisse. Les loyers baissent également. Notre plan fonctionne. Notre plan pour l'abordabilité. Au cours de la dernière année, de nombreuses mises en chantier ont eu lieu et nous travaillons en partenariat avec les collectivités, les provinces, les municipalités pour le logement. L'honorable député de Cloverdale, Langley City. Monsieur le Président, ce n'est pas un accident. Les habitations ne sont pas devenues inabordables du côté canadien. C'est à cause des politiques du gouvernement qu'elles sont inabordables. Et les constructeurs doivent mettre à pied leurs travailleurs parce que les projets sont en veilleuse. Quand le premier ministre va-t-il admettre que ces politiques en matière de logement sont la cause du fait que les jeunes Canadiens ne peuvent pas accéder à la propriété et nos enfants talentueux vont ailleurs qu'au Canada maintenant? L'honorable ministre du Logement. Le gouvernement s'est engagé dans le programme le plus ambitieux pour la construction de logements au pays. Et donc, nous avons mis en place le crédit d'impôt pour les premiers acheteurs. Les députés de l'opposition l'ont bloqué. Ce projet de l'année dernière, nous avons des mesures pour les jeunes Canadiens. Nous avons 13 milliards de dollars pour construire des habitations aussi au Canada, notamment des logements abordables, et nous avons du soutien pour des logements avec soutien pour aider à résoudre la crise de l'itinérance. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, les jeunes Canadiens ont de plus en plus de difficultés à acheter leur première maison. Depuis les 10 dernières années sous le gouvernement libéral, l'accès à la propriété chez les 30-34 ans a baissé de près de 10 % et 8 Canadiens sur 10 disent que d'acheter une maison, c'est un rêve de riche. Sans compter le fait que 90 % de la génération Z et des milléniaux disent qu'ils sont vraiment préoccupés par la crise du logement. Comment est-ce que le premier ministre peut dire que son plan fonctionne alors que les jeunes Québécois, eux, se rendent bien compte que malgré leurs efforts et leur travail, ils n'auront jamais accès à une propriété? Honorable secrétaire d'État à la Nature. Il faut travailler pour arriver à des résultats et c'est ça qu'on fait. Mes enfants connaissent le problème qui est désigné par le collègue en face. J'ai 4 enfants, ils veulent avoir accès à la propriété et on va trouver des solutions. Mais c'est pour ça qu'on s'est engagé avec Maison Canada et on est déjà en mouvement. Puis en plus, il y a une très belle annonce qui a été faite avec le Québec pour soutenir les infrastructures parce que pas juste les maisons, il faut qu'il y ait de l'eau qui se rende, il faut qu'il y ait de l'électricité qui se rende, il faut qu'il y ait des routes qui fassent des écoles. Donc c'est ça dans lequel on est engagé. Mon collègue, son équipe sont tous actifs au Monal et on veut des maisons pour nos enfants. C'est ce qu'on fait. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Malgré une crise d'accès à la propriété sans précédent où les jeunes familles cherchent toujours à devenir propriétaires, sur 10 nouveaux logements construits, seulement 5 sont destinés à être achetés, les autres pour de la location. En plus,
38 des constructeurs disent qu'ils ont été obligés cette année de mettre des travailleurs à pied et 86 s'inquiètent pour leur futur de leur entreprise. En gros, on promet de la construction, mais on livre du vent. Même la Banque du Canada reconnaît que l'activité immobilière, elle est modérée et souvent même en baisse. Quand est-ce que le gouvernement libéral va enfin adopter des mesures concrètes, réduire ces obstacles bureaucratiques et permettre aux jeunes Canadiens d'accéder véritablement à la propriété? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, le crédit d'impôt pour les acheteurs de première maison, c'est une vraie solution pour les jeunes qui veulent avoir accès à la propriété et c'est une des mesures qu'on fait concrètes aujourd'hui pour leur donner accès à eux. Mon collègue parlait aussi des défis de la construction. En fait, ce qu'on entend de l'industrie de la construction, c'est qu'ils ont besoin de mesures comme ce qu'on fait pour relancer le marché. Il va y avoir des jobs créés dans la construction, il va y avoir des jobs créés dans le renouvellement de notre industrie. On est en train de créer une industrie plus performante. Ça va augmenter des jobs, ça va redonner du pouvoir d'achat et on va y arriver, Monsieur le Président. Pour ça, il faut qu'on travaille en équipe. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Dans ma collectivité, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, infirmiers, infirmières ne peuvent pas se payer une propriété dans la collectivité qui servent. 87 des Canadiens sont préoccupés par le marché de l'immobilier. 86 des entrepreneurs disent qu'ils ne passeront pas à travers les 12 prochains mois. Au milieu d'une crise du logement, la construction devrait s'accélérer, mais la construction a baissé de 45 dans la région du Grand Toronto. Quand les libéraux vont-ils sabrer dans la bureaucratie, approuver les projets plus rapidement pour que les Canadiens puissent se payer une maison? L'honorable secrétaire parlementaire. Notre gouvernement a un plan pour doubler la construction d'habitations partout au pays et ce plan est coincé au comité des finances parce que les conservateurs aiment bien se plaindre du fait que les jeunes ne peuvent pas accéder à la propriété, mais quand on leur présente des solutions, ils font obstacle à nos mesures législatives. Nous allons doubler la construction des habitations au pays. Nous allons le faire avec ou sans les conservateurs. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Monsieur le Président, c'est le même gouvernement qui a fait campagne en disant qu'ils allaient construire à une vitesse jamais vue depuis des générations, mais les mises en chantier ont baissé de 45 dans le Grand Toronto. L'Association des constructeurs du Canada dit que si on permet à ces conditions de perdurer, il y aura une décennie perdue pour l'accès à la propriété. Et donc, plus la situation empire, plus les Canadiens risquent de perdre leur emploi. Quand les libéraux vont-ils sabrer dans la bureaucratie pour que les Canadiens puissent se payer une propriété? L'honorable secrétaire parlementaire. Quand notre caucus était en Alberta, avec le premier ministre, nous avons entendu qu'il était important d'accélérer la construction de logements. Notre plan doublera la construction d'habitations partout au pays, d'habitations destinées à la location ou à la propriété, ce qui répondra aux besoins du Canada. Notre plan est mis à l'arrêt parce que les conservateurs l'empêchent d'avancer au comité des finances. Quand les conservateurs vont-ils cesser de parler et quand vont-ils commencer à agir pour qu'on puisse bâtir le pays? L'honorable député de Richmond Hill Sud. Selon le rapport de l'initiative Missing Middle, on constate que 69 de Canadiens disent qu'il est inabordable de vivre dans leur collectivité. D'autres doivent quitter leur province pour trouver un logement abordable. Les constructeurs du Canada nous disent qu'on pourrait avoir une décennie perdue pour l'accès à la propriété. Quand le gouvernement libéral va-t-il sabrer dans la bureaucratie? Quand va-t-il finalement offrir aux Canadiens des résultats? L'honorable secrétaire d'État. C'est réconfortant d'entendre les conservateurs
parler de logements abordables, mais ce serait bien qu'ils votent en faveur des politiques qu'on présente pour construire davantage. Nous avons investi 1,5 milliard de dollars dans la construction de logements coopératifs et donc 35 000 habitations, dis-je, sont en construction dès maintenant. Alors, nous allons plus vite. Nous bâtissons davantage de logements abordables. Les conservateurs, eux, disent que ce type de logement, c'est de type soviétique. Ils parlent beaucoup de leur côté, mais ils devraient voter en faveur des politiques qui aideront à construire. L'honorable député de Richmond Hill Sud. Eh bien, tout ça, c'est une admission que les politiques des libéraux ont échoué. Les ventes de nouvelles habitations ont baissé de 45 % dans le Grand Toronto, de 52 % dans le Golden Horseshoe. Les constructeurs mettent à pied des travailleurs et après des années de promesses, de belles photos, l'accès à la propriété est inimaginable pour beaucoup. Quand le premier ministre va-t-il cesser de prendre des belles photos et quand va-t-il permettre qu'on construise des maisons pour les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État, eh bien, ils parlent beaucoup en matière de logement abordable de leur côté, mais quand vient le temps d'agir, ils n'agissent pas. Depuis des années, ils font de l'obstruction en comité et mettent à l'arrêt des bonnes politiques. Nous avons un incitatif pour les premiers acheteurs et les conservateurs parlent beaucoup, mais il est temps qu'ils agissent également. L'honorable député de Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Monsieur le Président, depuis la dernière année, la vente des nouvelles habitations a diminué, notamment de 45 % dans le Grand Toronto, de 52 % dans le Golden Horseshoe. Et l'Association des entrepreneurs nous dit que si ça continue comme ça, on aura une décennie perdue pour l'accès à la propriété. Les ventes de propriétés ont diminué depuis que le premier ministre est au pouvoir. Quand les libéraux vont-ils adopter notre plan visant à enlever la TPS pour toutes les nouvelles habitations pour que davantage de Canadiens puissent se payer une habitation? L'honorable ministre, c'est intriguant d'entendre les conservateurs parler de logements abordables alors qu'ils ne font rien pour appuyer les mesures. Nous avons une agence, Maison Canada, avec un budget d'environ 50 milliards de dollars qui permettra de construire partout au pays. Nous avons annoncé 750 habitations au Nunavut la semaine dernière, où il y a de grands défis à relever là-bas. Les conservateurs doivent agir parce que nous agissons. Monsieur le Président, ma belle-mère est atteinte d'Alzheimer's et je sais à quel point que cette maladie peut être dévastatrice. Mais elle est loin d'être la seule. Chaque jour, 300 Canadiens reçoivent un diagnostic de la démence. Bien qu'il n'existe aucun remède, nous savons que l'initiative communautaire peut faire une énorme différence pour les personnes atteintes, ainsi pour leurs familles, leurs amis et leurs proches aidants. La ministre de la Santé pourrait-elle nous indiquer les mesures prises par le gouvernement pour garantir aux Canadiens atteints de démence l'accès aux soins qu'ils méritent? Honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour sa question et j'en profite pour lui souhaiter un bon mois de l'Histoire des Noirs ainsi qu'à tous nos collègues. La semaine dernière, nous avons annoncé un financement de plus de 4 millions de dollars pour des initiatives communautaires novatrices qui nous aident à mieux comprendre la démence et à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes et celles de leurs familles. Par exemple, l'un de ces projets, mené en collaboration avec l'Institut de recherche du Centre McGill, permettra un soutien accru aux populations mal desservies. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Oshawa. Monsieur le Président, vendredi, 1200 travailleurs dans le domaine de l'automobile ont travaillé pendant leur dernier quart de travail. Les familles souffrent et de bons emplois
canadiens sont exportés aux États-Unis alors que les pourparlers sur l'entente commerciale avec les États-Unis sont à l'arrêt. Quand on l'a interrogé sur l'impasse, le premier ministre a dit « on s'en fiche ». Certains de ces 1200 travailleurs à Oshawa nous regardent aujourd'hui et ils se demandent si le premier ministre s'intéresse à leur sort maintenant. L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je suis allée à Oshawa, j'ai rencontré les travailleurs, je sais qu'ils sont anxieux et c'est pourquoi nous les accompagnons. Je suis en communication avec Unifor, avec GM et donc nous allons recouvrer notre argent de la part de GM et nous avons restreint l'accès de GM au marché canadien. Nous allons investir en ceux qui investissent en nous. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Monsieur le Président, c'est ce que la ministre essayait de vendre il y a 3 mois aux travailleurs de l'automobile. Mais bon, comment ça a commencé tout ça? Il disait être ceux en mesure de négocier avec Donald Trump. Mais bon, jusqu'à présent, 700 travailleurs ont perdu leur travail à Ingersoll et 1200 ont perdu leur emploi à Oshawa, entre autres. Alors, il faut aller au-delà des argumentaires. Une question simple pour la ministre. Quand les travailleurs de l'automobile vont-ils récupérer leur emploi plutôt que d'obtenir des paroles creuses? L'honorable ministre. Eh bien, nous n'acceptons pas de leçons des conservateurs qui ont protégé la direction de GM plutôt que les travailleurs à l'époque. Nous avons un plan, eux n'en ont pas. Nous avons présenté notre plan au premier ministre Ford qui est enthousiaste. Alors, ce sont des bonnes nouvelles. Le député de Dufferin-Caledon. C'est malheureux pour les travailleurs de l'automobile d'entendre parler d'un plan secret. On dirait que c'est pas vraiment un plan finalement. Mais ce qui n'est pas secret, c'est que 5000 travailleurs de l'auto ont perdu leur emploi. Ils se demandent comment ils vont payer leur hypothèque, comment ils vont payer l'épicerie. Tout ça est causé par les libéraux. À la ministre, allez au-delà de l'argumentaire. 5000 travailleurs ont perdu leur emploi. Une question simple. Quand vont-ils récupérer leur emploi? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, le gouvernement a été le premier à créer des emplois dans le secteur automobile. 3000 emplois, nouveaux emplois à St. Thomas, chez Volkswagen. Ils étaient contre. 3000 emplois de plus par rapport à l'année dernière à Windsor, chez Stellantis. Et eux, ils sont contre. Arrêtez d'être contre les travailleurs de l'automobile. Nous sommes un pays qui construit des automobiles. Nous allons investir en ces travailleurs. L'honorable député de Mississauga Centre. L'environnement mondial change et les pays partout dans le monde cherchent à attirer des talents dans les secteurs critiques. Le Canada est à l'origine de percées scientifiques notables, accueille des institutions de calibre mondial et maintenant s'est doté d'un des meilleurs programmes pour attirer la recherche. Nous avons un programme pour attirer les plus grands talents au Canada. La ministre peut-elle nous dire comment l'initiative Talent mondial pourra nous permettre d'accueillir les meilleurs talents pour la recherche, la science et les découvertes? L'honorable ministre de l'Industrie. À un moment où des pays font des coupes dans la recherche, nous croyons en la recherche, nous croyons en la science. C'est pourquoi nous avons lancé l'initiative Talent mondial qui est dotée d'un budget d'1,7 milliard de dollars pour attirer la crème de la crème au pays. Nous voulons nous assurer de les attirer ici. Alors, à tous ceux qui nous regardent en ce moment, venez au Canada. Nous avons beaucoup à offrir et nous vous ferons sentir chez vous. L'honorable député de Calgary-Crowfoot. 0,0 % de croissance du PIB en novembre. On s'attend à une croissance négative au 4e trimestre. 2025 a été une autre année perdue pour l'économie canadienne.
presque aucune croissance par habitant. Le premier ministre a promis l'économie avec la croissance la plus rapide du G7, mais il n'a abrogé aucune loi anti-développement du gouvernement. Les conservateurs proposent un plan. Nous sommes là pour aider. Le premier ministre va-t-il adopter notre plan? L'honorable député de la protection civile. L'honorable ministre, plutôt. Monsieur le Président, le monde a changé et après le congrès conservateur de cette fin de semaine, on voit bien que le chef conservateur, lui, n'a pas changé. Il reprend toujours les mêmes attaques, il nie les changements climatiques. Nous avons un plan. Nous nous concentrons sur ce qui intéresse les Canadiens. Et c'est pourquoi nous avons annoncé de nouvelles mesures d'abordabilité, notamment l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. L'honorable député de Vancouver-Est. À Davos, le premier ministre a dit que les pays ont tendance à faire peu de vagues, mais il est temps de répondre présent. Des pièces canadiennes ont été trouvées dans des armes qui ont tué des civils canadiens à Gaza, au Soudan, au Yémen. Et un véhicule fait au Canada a été vu à Minneapolis le jour où ICE a tué Alex Pretty. Quand le Canada va-t-il cesser d'être complice dans ces horribles actes contre l'humanité? L'honorable ministre, eh bien, j'enjoins la collègue à faire preuve d'exactitude dans son interprétation des lois canadiennes. Nous avons l'un des régimes les plus stricts d'exportation de permis. Nous n'avons pas approuvé de nouveaux permis pour les armes et équipements qui pourraient être utilisés dans la guerre à Gaza. Nous n'en avons pas approuvé depuis 2024. Tous les permis suspendus depuis 2024 demeurent suspendus et ne peuvent pas être utilisés pour l'exportation destinée à Israël. J'exhorte à l'exactitude. Le député de Vaughan Woodbridge invoque-t-il le règlement? Non? D'accord.